imaginez à quel point, en 10 ans, quand une industrie perd 80% de sa valeur, je ne parle pas du volume, hein, mais justement de la valeur. C'est une catastrophe industrielle indiscutable. La réponse de notre maison, ça a été de la destruction de valeur / emploi. Et nous avons répondu à cette disparition de l'économie par des plans de sauvegarde de l'emploi. Et plusieurs. En 10 ans, presque autant que j'ai de doigts sur une main. Ça, d'un point de vue culturel, d'un point de vue RH, si on voulait le mettre en résonance avec toutes les interventions qu'il y a eu tout à l'heure, intervention syndicale, intervention économiste, intervention de statisticienne, intervention de gens qui sont aux affaires RH, c'est une vraie catastrophe. Hein. On a supprimé beaucoup de postes et ce piratage, je vais vous faire culpabiliser, ce piratage en est l'explication principale. Ça veut dire que pour une grande partie des gens, le fait qu'on a considéré que tout d'un coup, à cause ou grâce du web, chacun aura un avis sur le sujet, on pouvait avoir accès à de la culture au sens large et de la musique en particulier de manière gratuite. La conséquence immédiate, je crée des postes, je détruis des postes. On n'est pas sûr encore sur le digital de pouvoir répondre et la réponse peut changer probablement toutes les minutes. Dans la musique, nous on en a détruit. Il y avait 7 majors il y a 12 ans, il en reste 3, un Universal, Warner, Sony. On pouvait considérer qu'on était entre 8 000 et 10 000 emplois directs dans l'industrie musicale, édition phonographique à 10 ans. C'est moins de 1500 personnes. Et moi, j'ai des postes aujourd'hui occupés par une personne. Il en reste 1, 2, 3 en France, pas plus. Ça, c'est le web. Le web sous 2 effets, le piratage, je le redis, mais aussi la dématérialisation. Qui écoute de la musique avec ça, aujourd'hui? Ça, évidemment que dans nos métiers, c'est indispensable. Hein. Mais ça, dans la musique, c'est à la fois une forme d'avenir potentiel, le streaming et le téléchargement, mais c'est aussi de la sorcellerie. C'est ce qu'il y a de plus négatif en termes de qualité d'écoute, et aujourd'hui, tout le monde écoute là-dessus. Le piratage aujourd'hui est encore aux alentours de 91% de la musique écoutée à un instant T en France. Donc 90% de piratage, 2 millions de vinyles vendus, et au milieu, il y a un trou béant sur le financement de ces économies musicales, parce que si vous voulez aller voir des artistes en concert, toutes mes pensées vont aux gens du 13 novembre, bien sûr, mais si vous voulez aller voir des artistes en concert, qui est quand même la finalité de la musique, il faut qu'ils gagnent leur vie, ces artistes, pour pouvoir monter sur scène. Et si on pirate leur production, évidemment, ils n'ont pas de revenus. Et s'ils n'ont pas de revenus, ils ne feront pas de concert. Donc je raccourcis cette chaîne économique en 3 secondes, mais c'est ça un peu les conséquences macroéconomiques de ce business. Nous avons 3 familles de personnes dans notre industrie, dans notre entreprise. Des artistes, il y en avait sur scène tout à l'heure, des connus, des moins connus, des collaborateurs permanents et des intermittents. Donc chacun sait à peu près faire la différence entre ces 2 types de statuts en France, du fait des régimes spéciaux qui accompagnent telle ou telle population. Cette population-là, vous l'avez compris, été impactée quantitativement ces derniers temps par de la destruction d'emplois, destruction de postes. Elle a été aussi concernée par une évolution plus qualitative. C'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 42 métiers différents chez Sony Music. 42 métiers différents dans une PME. Les permanents, chez nous, c'est moins de 300 personnes. Donc 300 permanents, 42 métiers différents. J'enlève les intermittents, j'enlève les artistes. Sur ces 42 métiers différents, nous en parlons très souvent avec mon président, on peut considérer, même si c'est un peu de la science-fiction, qu'il y a un tiers de ces postes qui vont disparaître dans les 3 années à venir. Un tiers de ces métiers, donc un tiers de ces postes, puisqu'on, vous l'avez vu, il y a presque une équation 1 pour 1, qui vont disparaître dans les 3 ans. On sait aussi que nous allons voir apparaître, probablement, pour pas dire des dizaines, de nouveaux métiers dans notre industrie. Statistique, data mining, data scientist, on pourrait utiliser plein de mots qui sont très à la mode en ce moment. Nous, ça, notre métier, dans l'industrie musicale, c'est un facteur clé. Aujourd'hui, entre le consommateur et l'artiste, la principale des relations, hormis celle qui est émotionnelle et sensorielle quand on écoute, la principale des relations aujourd'hui, elle se fait par l'intermédiaire de la data. Qui écoute quoi, quand, comment ? Et on pourrait même passer l'après-midi entière à parler de cela. Donc 2 conséquences en synthèse. Évidemment une conséquence quantitative puisqu'on a détruit des postes, des plans de sauvegarde de l'emploi, mais une conséquence organisationnelle, donc culturelle, sur des métiers qui disparaissent alors qu'ils existaient depuis la nuit des temps dans l'industrie musicale, et de nouveaux métiers qui apparaissent, qui de près n'ont rien à voir avec l'industrie musicale, mais quand on prend un peu de recul, c'est une question de focale, on s'aperçoit que finalement il y a un lien. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour nous. Dans l'industrie musicale, moi j'ai découvert 2 choses qui sont venues influencer l'analyse que j'ai pu faire de cette conduite du changement. Premier point, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est la dimension affecte et émotionnelle qu'il y a à cette industrie. Sans aucun jugement de valeur, j'ai pu travailler dans d'autres endroits avant, je n'ai jamais vu d'affect et d'émotion à ce niveau de curseur. C'est juste très complexe à gérer,
et en même temps fondamentalement passionnant. Le deuxième point sur cette notion de désapprendre, c'est je vous donne 2 statistiques qui vont vous intéresser, parce que je pense qu'elles peuvent peut-être mettre à mal quelques stéréotypes. La moyenne d'âge chez Sony Music, elle est supérieure à 45 ans, et l'ancienneté moyenne est supérieure à 15 ans. Donc désapprendre, quand vous avez des gens qui pendant 15, 20, 30 ans ont fait d'une certaine manière leur métier, et ça a été couronné de succès. L'industrie musicale dans les années 70-80, les ratios économiques et financiers et la notoriété de ces industries n'est pas à discuter, à remettre en cause. Et tout d'un coup, le piratage et le web font que ça ne marche plus. Et donc vous arrivez en RH, vous dites depuis 10 ans, notre réponse c'est de supprimer des postes, c'est de faire des plans de sauvegarde de l'emploi, avec des partenaires sociaux remarquables, messieurs. On va changer, on ne supprime plus les postes, on arrête de répondre par la destruction de valeur, on va essayer de recréer de la valeur dans tous les sens du terme. Et donc on va essayer de faire en sorte qu'on s'adapte à ce changement. Et au lieu de le subir, on va l'anticiper, voire éventuellement prendre le leadership sur ce changement. Donc je vais vous demander un truc, c'est de ne plus travailler comme avant, d'arrêter de faire ce métier que vous faites depuis 15, 20, 30. On va faire un nouveau métier, on va faire autrement. Vous allez faire individuellement un nouveau métier, pour reprendre une grille de lecture de tout à l'heure, individuellement un nouveau métier. Après 30 ans dans un job, je vais vous demander d'en faire un autre, employabilité interne. Et collectivement, on va interagir différemment. Donc vous êtes dans des nouveaux métiers, vous allez interagir différemment. Je vais même peut-être changer votre manager. Donc je change 3 points cardinaux sur 4 qui constituent le quotidien de quelqu'un dans une entreprise. Ça, c'est difficile. Alors, résistance, résilience, plein de mots compliqués, tout ça, plein de tartes à la crème sur le sujet. Pour désapprendre, je vous épargne toutes les petites choses qu'on a pu tenter, je vous parle d'une seule. Moi, j'ai pris des gens de la maison et je les ai mis dehors, au sens propre du terme, pas au sens d'un DRH. On a pris des gens qui faisaient ce métier, leur métier, avec passion et affect, comme jamais, et depuis 20 ans de la même manière. Et je leur ai dit, hop, c'est terminé, je débranche, je te sors, et tu vas faire quelque chose dont tu n'as pas la moindre idée, ni sur le fond, ni sur la forme. Donc du coup, pour que ça marche, il faut que tu désapprennes, parce que là sinon, ça va être un échec total, notre expérience. Or, toi et moi, on a besoin que ce soit un succès. Donc tu désapprends. Tu vas désapprendre à l'extérieur, personne ne va te regarder, c'est pas filmé, c'est pas tweeté, c'est pas Facebooké, c'est rien du tout. Et puis après, tu reviens, et ce que tu as vu ailleurs, tu vas le faire chez nous. Alors imaginez quelqu'un qui part dans la resto collective ou dans le désamiantage et qui revient dans une maison de disques, il se dit, mais qu'est-ce que je peux transférer ? Tout. Déjà, les savoir-être. Savoir et savoir-faire, c'est discutable, mais les savoir-être, c'est une évidence. Nous, les savoir-être qu'on a sont plus à la mode, il faut en changer. Donc, viens avec des nouveaux savoir-être que tu as vus ailleurs. On a fait ça sur tous les métiers. On n'a pas fait ça sur tout le monde, c'est sur la base du volontariat. Et on a fait ça avec plein d'échecs. Et on a surcommuniqué nos échecs. On a surcommuniqué tous les cas où ça n'a pas marché. Et ils sont la majorité des exemples et des tests qu'on a pu faire. Pourquoi communiquer sur les échecs ? Parce que du coup, quand c'est un échec, ça rassure ceux qui ne l'ont pas encore fait, en disant je ne ferai pas pire. Deuxièmement, moi en RH, j'explique à chacun que les sciences humaines, ça n'est que des échecs. Sciences inexactes au possible. Ça veut dire qu'on a intégré dans le bonus de nos top managers un échec annuel sur lequel non seulement il faut qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait communication, il faut que ce soit décliné en échec auprès de leurs propres équipes et de leurs propres reports directs. Ça ne se fait que si on désapprend. Nous avons donc dû, en RH, la fonction RH, nous mettre au niveau de cette passion qu'avaient nos collaborateurs, mais rentrer dans leur code, rentrer dans leur univers. Et ça n'est passé qu'au travers d'expériences sensorielles. On a donc dû nous-mêmes désapprendre notre dialogue social habituel. Je ne parle que de musique avec les collaborateurs. Or, en parlant que de musique, on peut avoir l'impression par moment qu'on perd un peu de vue l'objectif. La carrière, la rémunération, l'évolution professionnelle, la gestion des conflits, la sanction, etc. Et finalement, au travers d'expériences musicales partagées, on a reçu mettre la fonction RH au cœur, au centre de l'entreprise. Mais c'est très compliqué parce que vous n'avez pas d'appui technique. Vous êtes sans arrêt dans un échange et un dialogue émotionnel et affectif. Ça, en RH, on ne l'apprend nulle part. Ni en formation initiale, quel que soit le master, les 2 SS, le je ne sais quoi MBA, ni en formation continue. Nos collaborateurs avaient comme ligne de vie professionnelle un unique objectif, c'était de faire réussir leurs artistes. Et c'était donc de les permettre d'optimiser leurs rencontres, quel que soit le format, en présentiel, en digital ou encore en d'autres choses, entre un artiste et ses fans. Mon job à moi, c'est de les faire s'épanouir dans cette identité pro. Parce que de manière très arrogante, je vais vous dire que s'ils s'épanouissent dans leur job, ils vont réussir leur vie
privée. Ils vont pouvoir faire face aux temps faibles qu'on a dans la vie privée, un divorce, une maladie, on peut être aidant de ses parents malades, on peut avoir un petit jeune qui, quel que soit son âge, prenne une mauvaise direction, et ces temps faibles dans la vie privée, on les passe uniquement si dans sa vie pro, ça tape. C'est ça mon job.